présentation, donc de ne pas voir. Parfait. Alors, Peu on peut importe. commencer ça. Je vais te laisser la parole, Simon, pour débuter la présentation là, des changements. Ah ben non, là, à tout seigneur, tout honneur, je vais laisser Ah, tu la laisses. parole d'abord à mon estimée directrice Caroline Ah, Roy. ben oui, Caroline, excuse-moi. Vas-y, Ouais. Caroline. Bon, écoutez, c'est ça, vous allez voir. Merci Simon, là, je suis émue. Donc, vous allez voir que le programme Pas pire avant comportait, je crois, 6 catégories. On a scindé, on a fusionné les catégories ensemble pour que ce soit plus facile pour vous au niveau du promoteur là, de comprendre nos modalités. Fait que il y a moins de catégories. Par contre, on a intégré des coûts admissibles dans les catégories qui étaient précédemment dans d'autres catégories. Fait que le mot catégorie revient souvent. Mais sinon, l'idée du programme Pas pire, c'est de stimuler les initiatives, les petites initiatives avec d'autres partenaires financiers sur le territoire, justement, qui ont un impact significatif au niveau du tourisme, qui ne cadrent pas nécessairement dans d'autres programmes, mais qu'on considère, nous, des initiatives importantes pour développer le milieu touristique et qui mérite d'être mis de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce petit programme Maison-là. Ça a comme avantage d'être considéré comme des fonds privés. Donc, dans vos cumuls d'aides gouvernementales, souvent dans le calcul des aides gouvernementales, vous avez à respecter des ratios. Et nous, on est considéré comme privé puisque ça vient de nos fonds privés, ce programme-là. Sur ça, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Je vais laisser Simon débuter la présentation. Puis, les questions seront pour la fin, parce que si on en fait à cours de route, on risque de manquer de temps. Fait que je propose que ce soit à la fin. Parfait. Parfait. Ben écoutez, ça va être extrêmement simple finalement comme présentation. On va simplement parcourir les guides des demandeurs que je vais commenter finalement là, à travers la présentation pour m'assurer que vous ayez une bonne compréhension de ce qui est attendu puis des différentes règles relatives au programme. Donc, Comme je le veux juste préciser que tout ça, c'est sur le site aprbsl.ca. Je vous ai envoyé le lien dans la page, dans le fond, dans le chat, là, c'est les aides financières et vous cliquez sur Pas pire, puis vous avez chacune des catégories avec les guides du demandeur dont tu parles, Simon. Voilà. Exact, merci. Comme l'indiquait Caroline, auparavant, on avait plusieurs volets au Pas pire, ce qui faisait en sorte qu'on avait un peu, du côté des promoteurs, de la difficulté à s'y retrouver. Donc, on s'est dit que ce serait plus simple de tout regrouper ça dans 3 grandes catégories, c'est-à-dire le Pas pire attrait, qui vise à vraiment soutenir des attraits de toutes sortes, des attraits touristiques. Le Pas pire festif, qui vise à soutenir des nouveaux festivals, des festivals hors saison. Ma collègue Isabelle va vous présenter ça avec plus de détails. Puis enfin, on a un petit nouveau là, qui est le Pas pire mise en marché, qui est une nouvelle initiative qui vise à soutenir justement nos attraits là, dans leurs activités de mise en marché. Ce que je vais faire, comme je vous le disais, c'est simplement défiler le guide du demandeur puis le commenter. Une fois qu'on aura terminé peut-être la section, par exemple, sur le Pas pire attrait, peut-être qu'on pourra prendre une petite pause, répondre aux questions là-dessus, puis après ça, enchaîner avec le suivant. Ça vous convient comme ça? Oui. Parfait. Alors, comme l'indiquait Caroline aussi, le Pas pire, c'est un programme qui est particulier à l'ATR du Bas-Saint-Laurent. À ma connaissance, on est la seule association touristique qui dispose de ça. Le but, c'est vraiment de faire des interventions ciblées. C'est des plus petits montants que ce qu'on va retrouver dans nos autres programmes. Souvent, on va le présenter comme un financement complémentaire à celui d'autres partenaires. C'est super important à prendre en compte. Ça se retrouve d'ailleurs dans nos objectifs là, qui sont de soutenir le développement d'attraits, d'offrir une expérience attrayante et distinctive à la clientèle touristique, d'optimiser et renforcer les liens entre les organisations touristiques et les partenaires de développement économique de la région, puis de contribuer à la mise en place de projets en lien avec nos priorités régionales, c'est-à-dire Vive le Saint-Laurent, aventure et en nature, tourisme gourmand et savoir-faire, tourisme d'événements, plaisir d'hiver et transition 4 saisons et le tourisme culturel. Donc, on a quand même des priorités régionales assez larges. La plupart des projets arrivent à s'inscrire dans une ou l'autre de ces priorités-là. Ensuite, quand je vais du côté des clientèles admissibles, encore là, c'est assez large. On peut soutenir autant des organismes à but lucratif, c'est-à-dire des entreprises privées, des organismes à but non lucratif, des coops, des entités municipales, c'est-à-dire carrément une municipalité ou un organisme paramunicipal ou même les Premières Nations.
ou regroupement de clientèle. Donc, il n'y a pas beaucoup de restrictions par rapport à ça. On a une grande variété quant au type de demandeur admissible. Seule petite restriction, c'est que pour chacun des volets du POPIR, une entité donnée, c'est-à-dire un demandeur donné peut seulement présenter une demande par année civile, dans le fond. L'idée, c'est de ne pas cumuler plusieurs demandes au POPIR dans une même année, là. Fait que, vous ne pourriez pas déposer, admettons, 4 fois au volet attrait du POPIR une même année. L'idée, c'est que si vous avez un projet qui est plus structurant, contactez-nous, puis on verra si ça peut cadrer dans le PRT plutôt que de parler de plusieurs petites initiatives comme ça. Quand je vais dans un projet admissible, c'est super important. Je vous dirais que c'est probablement le paragraphe le plus important de tout le guide du demandeur. Tout y est dit. Sont admissibles les projets en lien avec la consolidation, l'implantation, l'expansion ou la modernisation d'un attrait, d'un équipement, d'une activité, d'un sentier ou de service touristique. En outre, le projet doit conduire à l'amélioration ou au développement d'une expérience qui animera la destination pour une clientèle touristique identifiée. Il y a plusieurs mots-clés dans ce petit paragraphe-là. T'sais, nous, ce qu'on veut à travers le POPIR, puis même à travers le PRT, quand on soutient des attraits, c'est vraiment développer une expérience qui est destinée à une clientèle touristique. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut que vous soyez en mesure de démontrer dans votre demande de financement. C'est-à-dire que vous ciblez une clientèle qui vient de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent. Un touriste, à nos yeux, c'est quelqu'un qui vient de l'ouest de la Pocatière ou de l'est de Sainte-Luce. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment y offrir une expérience. Ce n'est pas juste d'acheter un équipement pour un équipement, il faut que ça fasse partie de quelque chose que va vivre un touriste dans son expérience au Bas-Saint-Laurent. Quand je vais du côté des projets non admissibles, sont non admissibles les projets des secteurs de la restauration du commerce de détail, sauf exception pour ce qui touche l'agro-tourisme, puisqu'on considère que la portion vente, le commerce de détail, fait partie intégrante de l'expérience que va vivre le visiteur lorsqu'il va aller sur une ferme ou découvrir un attrait en agrotourisme. Les projets du secteur de l'hébergement sont carrément exclus. Les projets visant le développement de contenu de formation, jeux de hasard, bon, après ça, on a une liste là, projets liés à la vente et à la consommation d'alcool, les projets ayant déjà bénéficié d'une aide financière de Tourisme Bas-Saint-Laurent, les projets d'animation locale ou municipale qui ne visent pas une clientèle touristique, les projets d'achat d'équipements qui n'ont pas d'impact sur l'expérience touristique, fait que ça revient aux objectifs que je nommais plus tôt, puis les projets présentant une majorité de coûts liés à la mise à niveau, à l'entretien, au remplacement des infrastructures ou d'équipements existants, puis les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation. C'est toujours un détail qui est important. La plupart des programmes de financement fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous déposiez une demande complète avant d'engager des sommes, sans quoi les dépenses ne seront pas considérées comme admissibles. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en reparler plus tard. C'est des petits points plus techniques. Ensuite, dans les conditions minimales de recevabilité. Bon, évidemment, il faut que le projet se réalise sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Comme je vous le disais, le Bas-Saint-Laurent, c'est Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basses, Rimouski et la Métis en partie. C'est réalisé dans les 12 prochains mois, suivant la lettre d'annonce. Démontrer un potentiel de retombée touristique et économique régionale et un potentiel de viabilité. Donc, on veut voir que ça va avoir des retombées touristiques, que ça a un impact sur le tourisme. On est conscient, on est au pas pire. Ce n'est pas des projets faramineux comme on peut retrouver parfois à l'EPRT, mais on veut que ça ait un lien avec le tourisme. C'est nécessaire. Nos programmes sont tous orientés en fonction de la clientèle touristique. Vise un achalandage significatif de visiteurs excursionnistes et touristes. Touriste, c'est comme je vous l'expliquais plus tôt. Un excursionniste, c'est une personne qui provient de l'extérieur de votre MRC, mais qui vient du Bas-Saint-Laurent puis qui va se déplacer pour vivre une expérience, pour vivre cette expérience-là. Donc, nous, on met l'accent vraiment sur la clientèle touristique, mais les excursionnistes, on les considère aussi, mais dans une moindre mesure. Ensuite, ça nous prend un appui financier confirmé provenant d'au moins un partenaire autre que le promoteur et Tourisme Bas-Saint-Laurent. Par promoteur, ça peut être une aide financière de votre MRC, de votre SEDC, de votre CLD. Ça peut être une contribution de votre municipalité. Ça peut être un partenaire privé, une entreprise privée qui vous commandite. Bref, c'est quand même assez large, mais ce qu'on veut, c'est que dans le montage financier, on ait au moins 3 joueurs, 3 partenaires. C'est vraiment un programme qui met l'accent sur les partenariats. Donc, ça ne peut pas être seulement Tourisme Bas-Saint-Laurent et le promoteur, finalement, qui finance le projet. Ça me prend un 3e joueur nécessairement. Ensuite, évidemment, être conforme aux lois et règlements en vigueur au Québec. Lorsque je vais du côté des modalités de l'aide financière, le coût minimal de projet est 2 000 $. On demande une mise de fonds minimale de 10 %.
ce qui est quand même inférieur à ce qu'on trouve généralement dans les autres programmes. Puis notre aide financière est d'un maximum de 5 000 $ pour 50 des coûts admissibles. Bien important, d'autres petites conditions ici. On exige maintenant là, que les demandeurs soient membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent depuis au moins 3 mois. C'est un programme qui est financé à même la TSH, à même nos fonds propres. Donc, on veut soutenir des promoteurs qui, justement, s'inscrivent dans notre réseau touristique, qui sont membres de notre association. Fait que maintenant, c'est exigé qu'au moment du dépôt, il faut déjà que vous soyez membre. Vous ne pouvez plus devenir membre par après ou... Ça amenait toutes sortes de problèmes. Donc, on veut vraiment des entreprises, des organismes, des municipalités qui sont membres chez nous depuis un moment, sauf si vous êtes en démarrage. Ça, on est quand même capable là, de jaser, là, de discuter. Là. Donc, c'est à valider. Mais la règle générale, c'est le 3 mois. Ensuite, ce qu'on demande, c'est qu'il faut que le promoteur nous montre qu'il investit au moins 500 $ dans les activités de promotion hors région. Auparavant, on exigeait, dans le cadre de notre programme, que vous investissiez 500 $ au moins dans une campagne de promotion pilotée par Tourisme Bas-Saint-Laurent. On a décidé d'assouplir un petit peu le critère. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est que vous démontriez que vous avez des actions de promotion hors région, donc que vous ciblez une activité, une clientèle touristique avec votre activité. Pour nous, c'est comme un minimum, finalement, ce 500 $-là. Sinon, on n'est peut-être pas exactement dans un projet touristique. Enfin, respecter des exigences minimales en matière de visibilité telles que définies dans la convention d'aide financière établie lors de l'approbation du projet. C'est rien de trop compliqué. En plus, vous avez un super accompagnement par ma collègue, justement, Caroline Chassé, sur les questions de visibilité. Ensuite, sur les coûts admissibles, on est assez large. Coûts reliés à l'achat et l'installation d'équipements de mobilier spécialisés en lien avec le projet. Coûts reliés au développement, l'aménagement, la mise en valeur de terrains, sentiers dans le cadre d'un projet touristique. Les honoraires professionnels ou salaires dédiés et nécessaires à la réalisation du projet, les honoraires professionnels de firmes ou de consultants spécialisés pour la réalisation d'études spécifiques concernant le développement de l'offre touristique, puis la partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts admissibles. Vous voyez, toutes les dépenses, finalement, qui sont en lien direct, la plupart, en fait, des dépenses qui sont en lien direct avec les réalisations de votre projet sont admissibles. Il y a quand même une belle flexibilité de ce côté-là. De toute façon, lorsque vous déposez chez nous, c'est comme quand vous déposez en n'importe quel programme à l'ATR, on prend vraiment le temps de regarder le tout avec vous puis de s'assurer que votre montage financier balance puis que ça respecte l'ensemble des critères puis des normes de notre programme. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Là où on met des restrictions par rapport au coût, c'est justement, on ne finance pas du fonds de roulement, on ne finance pas de service de la dette, perte d'exploitation, donc des dépenses qui sont un peu associées au fonctionnement régulier de l'entreprise ou de l'organisme. Les dons et contributions en nature et aux services ne sont pas considérés. Le bénévolat non plus, parce qu'on arrive difficilement à mesurer sa valeur finalement monétaire. Transfert d'actifs, abonnements et cotisations récurrentes, mise aux normes sanitaires, mise à niveau, remplacement d'équipements. Quand c'est purement, mettons, remplacer un équipement parce qu'il est endommagé, brisé, usé, ça, on ne peut pas vraiment aller vers ça. Il y a un peu l'idée de nouveauté aussi dans ces programmes-là. Développement technologique tels que les applications mobiles, la partie remboursable des taxes afférentes, les frais de promotion, de publicité et de marketing, les frais usuels d'entretien, frais de financement, rémunération versée à un lobbyiste, coûts pour lesquels l'entreprise a pris des engagements contractuels avant le dépôt, les dépassements de coûts et les frais juridiques. Fait que, vous voyez, c'est souvent des dépenses qui sont liées justement au fonctionnement régulier de l'organisme, de l'entreprise, qui sont exclues. Puis enfin, on arrive à la section dépôt, cheminement d'une demande. Essentiellement, il y a un formulaire qui est disponible en ligne, comme l'indiquait Caroline. Il suffit de le remplir. Le formulaire, dans le fond, ce qu'il vous demande, c'est 5 grandes questions. Faites-moi un petit résumé de votre projet, 300 mots maximum. C'est quelque chose d'assez serré. Pas besoin d'y aller dans le grand détail. Montage financier. Après ça, on vous demande c'est quoi les impacts sur l'expérience touristique, c'est quoi la pertinence et les retombées prévues pour votre projet, c'est quoi votre stratégie de promotion pour votre projet, puis c'est quoi le calendrier de réalisation. C'est les seules choses qu'on demande. On est conscient du fait que demander une demande, ça peut être fastidieux. Fait que, je vous dirais que le pas pire, comme on essaie de le rendre assez flexible, on vous demande de remplir un formulaire, de répondre aux questions. Ça nous donne déjà une idée, mais nous, c'est certain qu'on va dans le processus entrer en contact avec vous, discuter avec vous, vous poser des questions, vous relancer. Donc, nous, on veut vraiment que ce soit un processus qui est simple et qui est agréable pour tout le monde, finalement. C'est-à-dire, pas besoin de passer des longues heures devant un formulaire à vous creuser la tête. Appelez-nous, contactez-nous, on va en jaser de votre projet, puis on va valider si ça cadre ou si ça ne cadre pas. Ensuite, une fois que votre formulaire est complété, vous nous l'envoyez. Ensuite, on fait l'analyse du dossier par notre comité d'investissement.
puis on vous envoie ensuite la lettre de décision finalement. Et après ça, on prépare la convention, signature, puis ensuite, vous avez justement la prochaine année pour réaliser le projet. Grosso modo, c'est ça le pas pire attrait. Je sais que pour moi, ça semble très clair, mais quand on a un projet précis, on a tout le temps des questions à savoir, ça marche-tu, ça fait-tu là-dedans, c'est-tu ça que vous vouliez, t'sais? Fait que je ne sais pas si vous voulez qu'on prenne une petite pause, répondre à quelques questions, ou si on enchaîne tout de suite avec le pas pire festif. Comment vous voyez ça? Je suis prêt pour passer au prochain. Peut-être, moi, j'en avais une question, Simon, par rapport au délai de réponse. Vu que c'est en continu, les gens peuvent Ouais. s'attendre à quoi comme délai là, quand ils déposent un projet? Je vous dirais que ça dépend vraiment du timing auquel vous déposez votre demande. Généralement, on va parler d'un délai d'à peu près 2 à 3 semaines si on est. C'est que dans le fond, avec le PRT, on a des appels de projets qui sont à des dates fixes. Prochaine date de dépôt, je crois que c'est à la mi-septembre. Fait que c'est sûr que quand on est dans l'analyse de nos autres projets, on a un petit peu moins de temps pour le pas pire parce qu'on a des délais qui sont très serrés. Mais je vous dirais que règle générale, 2 à 3 semaines, c'est suffisant. OK. On va y arriver. Puis je vous dirais que si on soit un dossier qui est complet, conforme, qu'on n'a pas de questions, ça peut aller très, très vite, là. Excellent. J'ai pas de questions dans le chat, en tout cas pour le moment, donc on peut peut-être poursuivre. Parfait. Fait que je vais inviter Isabelle peut-être à prendre la parole pour le pas pire festif. Bonjour tout le monde. Merci Simon pour ta présentation. Vous allez voir que comme on parle de même un programme qui est quand même les mêmes objectifs, il y a des éléments là, que je ne repasserai pas, mais je vais plus parler des spécificités du volet festif. Comme son nom l'indique, le programme Pas pire festif s'adresse nécessairement à un événement touristique émergent ou hors saison, qui a le potentiel de générer vraiment un achalandage significatif d'excursionnistes. Encore ici, quand on parle d'événements touristiques, puis c'est important de dire aussi qu'on parle d'événements qui ne pourraient pas se qualifier dans le cadre de nos autres du ministère du Tourisme. Quand on parle d'un événement touristique, on parle d'un événement d'un minimum de 3 jours avec une programmation thématique, une programmation soutenue sur 3 jours. Pas on a une activité un soir, une activité, il faut vraiment démontrer qu'il y a un potentiel, comme je le disais, de générer vraiment attirer des clientèles touristiques. Quand on parle d'un événement émergent, peut-être préciser qu'un émergent, si on parle de festival qui a peut-être 1 an, ou 2 maximum. Il peut se tenir en été, contrairement, parce que souvent, c'est les événements émergents, c'est pour ça qu'on a créé ce volet-là. C'est difficilement déposable dans le cadre de nos projets plus gros touristiques parce qu'il faut démontrer que tu as une clientèle touristique, que soit que tu as déjà tenu ton événement, que tu es capable de le démontrer. Quand tu es émergent, quand tu es à la 2e année, on comprend que tu peux démontrer un petit peu, mais c'est plus difficile. Des fois, ça prend 2 années avant d'arriver là, à pouvoir le démontrer. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous démontrer aussi que votre événement est touristique, c'est de nous montrer la clientèle. Comme Simon vous le disait tantôt pour les attraits, de nous démontrer vraiment comment vous allez attirer une clientèle touristique. Parce que c'est pour ça qu'on parle d'une programmation qui est sur 3 jours, qui peut attirer le touriste sur venir dans la région, venir coucher, venir passer plus d'une journée. Donc, quand on parle d'un événement hors saison, on parle de septembre à juin. L'été, on parle plus du 15 septembre. Quand on parle du hors saison, c'est 15 septembre au 15 juin. Sinon, émergent, ça peut être durant la période estivale. Pendant la période estivale ou automne ou printemps, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être un événement émergent parce que souvent, on a des festivals présentement qui peuvent exister, mais qui aimeraient peut-être devenir touristiques, mais qui, tu sais, ils se disent, ben, dans le fond, je pourrais l'augmenter ma programmation sur 3 jours, je pourrais augmenter ma programmation pour la rendre attrayante, pour attirer une clientèle touristique. Mais ce qui est intéressant avec le programme Pas pire, c'est qu'on peut vous aider de ce côté-là. Fait que ce que je vous dirais, c'est que ce qui va être important, ça va être de nous le démontrer qu'il est touristique. Puis ce qui est intéressant quand on a un festival hors saison, c'est que l'aide peut être soutenue. Quand vous allez faire votre demande, elle va pouvoir être soutenue sur plus d'1 année. Je pense, Simon, je vais te refaire en remonter. C'est sûr que je me promène donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui, en gros, comment on définit le client,
le festival touristique. Donc, au niveau des projets admissibles, on vient grosso modo de le regarder. Ce qui n'est pas admissible, c'est vraiment là, de nous montrer, c'est pas des bourses, des salons, des congrès, des activités d'une journée. C'est pas. Puis des activités, des fois, d'un attrait régulier. Vous dites, oh, c'est une activité que je fais dans mon attrait, mais c'est un petit peu festif. Non, il faut vraiment que ça soit un festival en soi. Bon, les expositions, comme je viens de le dire, c'est pas nécessairement admissible. Les festivals déjà réalisés, un peu comme les attraits, c'est des festivals déjà réalisés que vous déposez. Il faut que vous preniez le temps de déposer, puis c'est quand même un minimum de temps avant quand vous allez déposer de la tenue de l'événement. Parce que si vous êtes un événement qui existe déjà, vous devez être membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent et deux, vous devez préparer, pour attirer votre clientèle touristique. On ne peut pas décider quelques semaines à l'avance que vous allez attirer votre clientèle. Il faut que vous fassiez des actions d'avance. Donc, c'est important de le prévoir quand vous allez déposer, puis on va pouvoir vous aider aussi dans ces actions-là. Donc, au niveau des conditions minimales de recevabilité, c'est un peu ce que Simon disait. Ce que j'ajouterais, ce qui est important, c'est la thématique. C'est de vraiment regarder d'avoir une thématique qui qualifie votre festival. Ensuite, dans les autres éléments que je ne voudrais pas oublier, c'est dans les modalités de l'aide financière. C'est le 20 000 minimum pour le coût du projet. Ça, c'est important. C'est important de vraiment là, le 20 000. Des fois, vous allez être proche du 20 000, puis quand vous allez faire votre édition de compte, vous allez arriver en bas du 20 000. Il faut vous assurer que vous avez vraiment ce montant-là parce que ça dans le fond, si vous arrivez à la fin que vous n'avez pas atteint le 20 000, vous n'allez plus répondre à l'admissibilité du programme. Donc, de toujours, quand vous faites votre montage financier, vous assurez que vos coûts sont le plus réels possible. Puis, je vous dirais, dans les coûts non admissibles, on ne les a pas vus encore, mais en tout cas, je trouve ça glisser un mot, c'est que les dons, les contributions bénévoles, souvent dans les festivals, c'est des éléments qu'on met, mais ce n'est pas admissible dans les coûts. Donc, c'est important là, d'en prendre compte. Dans les éléments aussi à mentionner, tantôt, Simon disait qu'il faut être membre de l'ATR depuis au moins 3 mois. Puis je vous dirais, oui, c'est important d'être membre. Puis souvent, que ce soit un attrait ou un événement, ça nous démontre que vous êtes touristique. Tu sais, quand vous allez, parce que vous voulez leur rejoindre la clientèle touristique dans nos outils. Fait que c'est en plus d'être un privilège, tu sais, qu'on dit c'est un privilège parce que c'est nos sources de financement proviennent de la TSR ou autres, mais c'est aussi une façon de nous démontrer que vous voulez vraiment, que vous êtes vraiment touristique, que vous voulez le démontrer ou que vous voulez le devenir. Autre information à dire, investir le 500 $ dans les activités de promotion, c'est important aussi dans le volet festif de le faire. Par contre, c'est important de dire que le coût d'adhésion et les frais de 500 $, ce n'est pas des frais admissibles dans votre coût de 20 000 $. Donc, comme je vous dis, c'est important de le prendre en considération. Si vous dites, je suis limite à mon 20 000 $, vous arrivez dans votre 17-30, puis que vous êtes en bas du 20 000, là, vous avez tombé votre projet devient non admissible. Le montant d'aide maximum, c'est 5 000 $ maximum ou 25 des coûts admissibles. Donc, nous, on analyse votre projet selon les critères, selon la portée. Les modalités particulières, ce que je disais tantôt, pour une édition hors saison, il y a une aide possible qui peut être sur 3 éditions. Ça veut dire qu'on pourrait dire votre festival, on vous soutient pendant 3 éditions. Par contre, vous allez avoir à faire une réédition chaque année, pareil, nous démontrer la portée de votre festival. Ce n'est pas 3 ans où vous aurez à faire une réédition de compte à la fin des 3 ans, mais chaque année, on va évaluer, voir si vous avez atteint les objectifs et on va reconduire. Dans le fond, vous n'auriez pas besoin de redéposer votre projet, mais nous, on va regarder là, si votre projet a bien répondu aux critères, puis on va poursuivre le soutien. Je pense que ça vous permet aussi de mieux planifier vos événements, de mieux planifier, parce que c'est vraiment un aide pour les festivals hors saison, puis comme vous le savez, c'est un objectif
qu'on a mis de l'avant, le développement sur le hors-saison dans notre plan de développement. Puis ça, c'est une des façons d'atteindre nos cibles dans notre plan de développement, d'organiser des festivals, des festivités hors-saison et d'attirer la clientèle. Dans les exigences, au niveau du programme, ben, c'est de compléter le formulaire comme Simon le disait tantôt. Dans le formulaire, je vous dirais, c'est toujours de bien, comme je vous disais, bien présenter la programmation, de nous décrire la programmation, de nous démontrer que c'est une programmation qui attire une clientèle touristique, de nous montrer comment vous allez, si vous avez déjà des clients, parce que vous êtes un festival hors saison, c'est qui votre clientèle, puis comment vous allez la rejoindre. Puis c'est important, si vous êtes un festival, là, je reviens, si vous êtes un festival émergent, ce qu'on veut, c'est que dans les années suivantes, vous allez dans d'autres programmes. D'où l'importance dans le festival, dans votre édition où on va vous aider à soutenir votre événement, de prendre des données, de faire une étude de clientèle, de prendre les billets de la billetterie, puis d'arriver avec des données sur vos clients, la provenance de vos clients, pour être capable d'aller déposer dans des programmes plus gros où c'est exigé. Ensuite, d'autres choses à dire, peut-être vous donner un exemple d'un festival. Des fois, c'est le fun pour vous montrer parce qu'on a des festivals qu'on a soutenus. Un des festivals qui est le Grand Festival canin de Desjely qui a déposé en premier temps. C'est un festival qui était émergent. Il avait commencé sur une journée. Après ça, c'est un festival qui s'est organisé, qui est venu sur 3 jours. Et nous, on l'a soutenu dans l'émergent. Et l'année, il a été capable de prendre des données, d'arriver, de nous démontrer qu'il était touristique. Et suite à ça, avec ces informations-là, il a été capable de déposer dans le programme de PRTNT avec les données qu'il a pu recueillir dans le cadre de notre programme qui l'a aidé à se partir, dans le fond. Fait que ça, c'est un exemple de ce qu'on veut faire avec les festivals émergents ou les festivals d'hiver, éventuellement d'hiver ou hors saison. Ce qu'on souhaite, c'est sûr que vous grossissez les festivals hors saison et qu'ils puissent se qualifier aussi dans les autres programmes. Fait que grosso modo, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais parler. Est-ce que j'ai oublié de quoi, Simon? As-tu quelque chose que j'aurais... Non, ça me semble complet. Tu sais, je pense que le message est clair. Dans le fond, notre objectif, c'est vraiment de soutenir des festivals qui sont émergents, puis qui nous montrent qu'ils ont un potentiel touristique ou qui visent une clientèle touristique par leurs actions, ou bien des festivals hors saison qui veulent devenir touristiques ou qui veulent finalement justement déployer plus d'actions. Puis notre objectif, c'est vraiment essayer de les amener à s'élever puis à faire les démonstrations nécessaires pour ensuite être capable d'aller chercher des financements qui sont peut-être plus généreux ou plus stables encore dans le temps. Je pense que ça, Isabelle, tu l'as bien souligné. Oui. Puis sinon, sur les considérations techniques, sur les admissibilités, sur tout ça, je vous dirais le plus simple, on vous présente tout ça aujourd'hui, mais le plus simple, ça reste toujours de faites une demande au service client d'entrer en contact avec nous ou écrivez-nous directement ou appelez-nous, puis on va répondre à vos questions. Ça nous fait toujours plaisir de prendre le temps de discuter de vos projets, de vos festivals, de vos idées, puis d'essayer de voir comment ça cadre dans nos programmes. Mais je pense que Isabelle t'a fait un bon tour d'horizon sur le Popir festif. Fait que moi, j'enchaînerai avec le Popir mise en marché de notre petit nouveau, si ça vous convient. Dans le fond, Tourisme Bas-Saint-Laurent, on a constaté qu'il y avait quand même des besoins du côté de nos attraits pour améliorer leurs actions en mise en marché, pour s'assurer justement qu'ils ont une stratégie qui est solide pour atteindre une clientèle hors région. Fait qu'on nous a demandé, on a choisi de constituer un programme qui s'appelle Popir mise en marché, qui a pour objectif donc de soutenir les organisations touristiques existantes qui ne sont pas assujetties à la taxe à l'hébergement, donc ce n'est pas pour les entreprises d'hébergement, dans leurs activités de développement de marché en provenant de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent, de structurer les actions de mise en marché des organisations touristiques, puis d'augmenter la présence numérique des organisations touristiques et accroître les interactions virtuelles avec leur clientèle. Encore là, du côté des clientèles admissibles, on est encore très large. On admet plusieurs types de clientèle, finalement. Puis en ce qui a trait aux projets admissibles, il y a essentiellement 3 grands types de projets qu'on peut soutenir, c'est-à-dire l'élaboration d'un plan de commercialisation touristique réalisé par un professionnel, donc obtenir de l'accompagnement par un professionnel dans vos actions de promotion, vraiment là, en préparation ou pour vous assurer que vous avez une bonne stratégie.
Ensuite, on a un volet qui permet la mise en place ou la refonte d'un site Web pour améliorer l'expérience client. Puis, on a enfin tout ce qui touche l'intégration au site Web d'un volet transactionnel. Pour être admissible au POPIR mise en marché, il y a une petite démarche à faire avec mon collègue Danny. Danny, je t'inviterai peut-être à ouvrir ton micro puis à prendre la parole. Danny, c'est notre conseiller en développement au marketing qui offre des services finalement d'accompagnement là, à tous nos membres finalement dans le développement de leurs actions marketing. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste, Danny? Oui, bien, bonjour à tous. Évidemment que pour ce programme-là de mise en marché, il y a peut-être un prérequis qu'il faut faire qu'on appelle le diagnostic marketing. C'est un nouveau service aussi qu'on a à Tourisme Bas-Saint-Laurent. Puis, c'est assez simple. C'est un formulaire dans votre espace membre que vous pouvez compléter. Et ça, je reçois le formulaire, je fais une petite analyse au niveau de qu'est-ce que vous faites au niveau marketing, qu'est-ce que vous aimeriez faire également. Et suite à ça, on prend un rendez-vous, puis on discute de qu'est-ce que vous faites et d'identifier peut-être des faiblesses, donner quelques conseils pour améliorer certains aspects. Puis en même temps, on en profite pour de revoir les services que Tourisme Bas-Saint-Laurent offre pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et vu qu'on parle le programme POPIR, ben, ça se peut que dans les recommandations, ben, on dit peut-être que vous pourriez avoir de l'aide. Et à ce moment-là, je vous mets en contact avec nos agents qui peuvent s'occuper du dossier en tant que tel. Donc, c'est souvent une rencontre, parce qu'on en a eu quelques dizaines là, que j'ai fait actuellement. Puis, c'est une rencontre entre 1 heure et 2 heures à peu près. Fait que c'est pas tellement exigeant. Par contre, c'est quand même utile d'avoir un avis externe sur les choses qu'on fait, puis qui pourraient être faites pour trouver d'autres pistes. Et souvent aussi, on regarde les choses qui coûtent pas cher. Et bon, c'est ça. Fait que essentiellement, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vous invite à aller dans votre espace membre, ceux qui ne l'ont pas fait encore, et vous avez un petit bouton qui s'appelle Diagnostic Marketing. Vous le cliquez là-dessus, vous complétez ça. Ça peut vous prendre entre 15 et 30 minutes. Puis, c'est un peu le service qui peut vous ouvrir d'autres pistes. C'est à peu près ça en tant que tel. Super. Caroline, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi, j'ai assisté à quelques rencontres avec Danny, là, des rencontres clients, puis je peux vous dire qu'il vous challenge beaucoup, hein? Fait que des fois, on pense que notre site web est top ou qu'on a fait des bonnes choses, mais Danny trouve toujours la petite faille pour nous amener à une réflexion plus profonde. Fait que je peux vous dire que souvent, on pense que la rencontre, elle va durer 1 heure, mais finalement, on se met à réfléchir, puis on embarque dans vraiment une réflexion qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait, puis c'est super intéressant, les conclusions qui sortent de là. Puis en plus, Danny, il est super gentil. Fait que même si... On était déjà vendus, c'est correct. Même s'il trouve certaines faiblesses, je vous jure qu'il les amène positivement. Mais essentiellement, dans le fond, pour le POPIR mise en marché, une fois que vous avez fait votre démarche avec mon collègue Danny, puis qui a posé son diagnostic, puis qui vous a fait ses recommandations, il y a un petit formulaire à remplir pour le POPIR, mais c'est extrêmement rapide puis extrêmement simple. C'est juste de nous présenter les coûts. Comme je vous dis, les coûts, là, les projets admissibles, c'est vraiment ce que j'ai nommé plus tôt, l'élaboration d'un plan de commercialisation ou de l'accompagnement professionnel, la mise en place ou la refonte d'un site web pour améliorer l'expérience client ou l'intégration au site web d'un volet transactionnel. Encore là, toujours dans une optique d'amélioration de l'expérience client. Je peux juste ajouter une chose, Simon, si jamais, parce Oui. qu'on a parlé de l'espace membre, là, si vous avez des difficultés à vous connecter ou quoi que ce soit, parce que pour vous connecter, j'ai mis le lien dans le chat, mais il faut que vous ayez déjà reçu une invitation. Donc, si vous avez des difficultés, appelez-nous au service aux membres, là, on pourra vous retourner
un code par courriel pour que vous puissiez y accéder. Voilà. Tout à fait. Ce qui est important, bon, ben encore là, on a un peu la même règle pour les deux autres volets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler des demandes pour plus de 5 000 une même année. Comme je vous le mentionnais dans les projets admissibles, là, on est vraiment dans du numérique ou bien on est dans de la préparation de plans ou de stratégie ou de l'accompagnement professionnel. Fait que, du développement d'outils promotionnels en tant que tel, ce n'est pas admissible. Les projets portés par des entreprises du secteur de l'hébergement, ce n'est pas admissible. C'est vraiment pour les attraits. Les projets visant à développer un plan ou des outils de promotion numérique pour une municipalité qui ne sont pas en lien avec un produit touristique spécifique. On n'est pas là pour faire du marketing territorial non plus. On veut vraiment miser sur des attraits. Fait que, par exemple, une municipalité qui serait gestionnaire d'un attrait quelconque pourrait faire une demande au papier marketing, par exemple, pour promouvoir cet attrait-là, mais pas pour promouvoir la municipalité dans son ensemble, juste pour être clair. Projet du secteur de la restauration et du commerce de détail, les projets visant le développement de contenu de formation, projet du secteur jeux de hasard, vente de consommation d'alcool, sauf encore là si on est dans un contexte agro-touristique, puis les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation, soit des projets portés qui se réalisent au Bas-Saint-Laurent dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce, démontrer un impact de l'organisation à rejoindre des clientèles touristiques. Je vous dirais que ça se fait à travers l'accompagnement de Dany. Il n'y a pas d'autres démonstrations à faire. Je vous dirais que le plus gros pour déposer ou pas pire mise en marché, c'est vraiment la démarche avec Dany, finalement. Puis être conforme aux lois et règlements en vigueur. Coût minimal de projet 2 000, 10 de mise de fonds, puis 50 des coûts admissibles, maximum 5 000. Encore là, on demande d'être membre depuis au moins 3 mois avant le dépôt de la demande, de respecter nos exigences en visibilité, puis avoir fait l'objet donc du fameux diagnostic marketing dont on parlait tantôt. Dans nos coûts admissibles, j'ai tout ce qui est les honoraires professionnels en lien avec le plan de commercialisation, les honoraires professionnels pour la création, refonte d'un site web, intégration d'un volet transactionnel à un site web déjà existant, l'achat de technologies permettant d'accroître le degré d'interaction avec les clients, l'abonnement à de nouvelles technologies. Parfois, il y a des licences, on peut couvrir les 12 premiers mois, puis la partie non remboursable des taxes afférentes. Après ça, dans les non admissibles, on revient un peu à ce que je nommais plus tôt, c'est-à-dire les frais réguliers, finalement. Puis pour le dépôt, ben, à l'inverse des autres volets, finalement, il faut d'abord que vous procédiez, comme je vous le disais plusieurs fois, au diagnostic marketing par mon collègue Dany. Chose à noter aussi, juste pour le pas pire mise en marché, il fait l'objet d'une exception par rapport aux deux autres volets dont on a parlé plus tôt. On n'exige pas nécessairement d'avoir un troisième partenaire pour le pas pire mise en marché. On sait que selon votre localisation, selon la MRC, il peut y avoir des programmes pour vous soutenir ou non. Donc, question d'équité, ben, pour ce volet spécifique-là, comme c'est de la mise en marché, on peut financer seulement nous et le promoteur. Par contre, pour les deux autres volets, je vous le répète, ça prend au moins 3 partenaires financiers, l'ATR, le promoteur et un troisième joueur. Pour le pas pire mise en marché, ce n'est pas nécessaire. Donc, pour moi, ça ferait le tour pour nos. J'avais une question dans le chat par rapport à une municipalité qui voudrait faire un site touristique. Ben encore là, je vous dirais que c'est un peu difficile d'y répondre de façon générale. Il faudrait voir exactement c'est quoi les contenus qui seraient abordés, quel genre de mise en marché serait prévu, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant sur ce site-là. D'office, je ne l'exclurais pas, mais je dirais que pour nous, c'est toujours important que ce soit orienté vers un attrait spécifique ou vers un produit qui est déterminé. Donc, on ne fait pas. On finance rarement là, des trucs qui sont trop dans le général. Fait que, ce sera à voir, ce sera à discuter avec les promoteurs de cette municipalité-là. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vous ont questionné, des observations, des interrogations? Ça va? Ben, ce que je pourrais peut-être ajouter, qui est bien important, parce qu'il y a quand même, le PAPIR puis le PRT, c'est quand même des programmes qui se ressemblent, mais dont l'envergure diffère quand même beaucoup. Au PAPIR, on essaie d'avoir un programme qui est assez souple, assez simple, un dépôt assez rapide, tandis qu'à l'EPRT, les démonstrations sont plus importantes à faire. Il faut dire qu'à l'EPRT, les financements offerts sont beaucoup plus importants que ce qu'on retrouve au PAPIR. Fait que, si vous avez un doute, hey, est-ce que je devrais déposer au PAPIR ou est-ce que je devrais déposer à l'EPRT, comment je devrais procéder? Le plus simple, le meilleur conseil que je vais vous donner aujourd'hui, appelez-nous, appelez-moi, appelez Isabelle.
il suffit de contacter le service de développement, puis on va vous guider à travers tout ça. Tu sais, nous, notre but, c'est vraiment d'arriver à soutenir un maximum de projets de qualité, puis d'avoir les démarches qui sont les plus simples, puis les plus faciles finalement là, pour arriver au développement de notre région, là. Donc, de ne pas hésiter à nous lâcher un coup de fil, là, ça nous fait toujours plaisir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une question? J'ai entendu un son. Caroline, Nathalie. Oui, salut. Vas-y. Est-ce que tu disais, Simon, qu'on peut faire un seul POPIR sur l'année, mais est-ce qu'on peut en faire deux s'ils sont différents? Par exemple, un en mise en marché et un à trait? Absolument. Ça Absolument. marche? Oui, absolument. Dans le fond, c'est Parfait. par volet, seulement pour être C'est par vraiment volet. clair. Ouais. D'accord. Puis, si, par exemple, j'ai un petit projet touristique et un gros projet touristique, est-ce que, pour ne pas nuire au gros projet qui pourrait passer dans le PRT, je peux utiliser le POPIR pour faire le petit projet et ne pas y rester éligible pour le Oui. PRT? Est-ce que c'est une stratégie correcte? Ce que je vous dirais là-dessus, si vous avez un petit projet qui s'intègre dans un grand projet, le plus simple, c'est probablement de seulement faire un seul dépôt à l'EPRTNT. Ensuite, s'il y a une question de timing, c'est-à-dire que, hey, j'ai besoin de développer ce petit projet-là pour cet été, j'en ai besoin là, puis une demande à l'EPRT, on sait que ça va seulement aller à l'automne pour une réponse. On s'entend que c'est un projet qui va se déployer probablement plus en 2025. Ben là, c'est discutable. Fait que ça dépend un peu du contexte. Je vous dirais qu'une demande pour un projet au POPIR ne vient pas nuire à une demande à l'EPRT. C'est seulement que vous ne pouvez pas présenter une demande au POPIR qui serait aussi présentée à l'EPRT. Ok, mais c'est une question de timing, effectivement. Donc, C'est vraiment une question de timing. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est souvent du cas par cas. Le POPIR, c'est souvent des plus petits projets. Comme je vous dis, on essaie d'être assez flexible. Fait que, on est tout le temps dans des cas d'espèces à se creuser la tête, à dire, bon, est-ce que ça marche pas? Fait que, c'est vraiment en discutant là, qu'on arrive à établir la meilleure stratégie avec vous, là. Parfait, merci. J'ajouterais peut-être, c'est important aussi de nous parler si vous avez un autre projet qui s'en vient, de nous en parler, de l'ajouter, parce qu'on n'ait pas juste la vision du petit projet, mais qu'on sache qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis tout ça, nous autres, ça nous permet d'avoir une meilleure analyse là, du dossier, là, puis aussi pour vous aider. Des fois, c'est bon de le savoir. Tu dis, hey, je vais déposer là, mais attends, puis j'en aurai un autre, mais c'est important de nous informer. Caroline Roy, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est que le petit projet doit démontrer aussi que même s'il est réalisé de façon séparée du grand projet, il faut démontrer qu'il ne s'intègre pas dans le grand projet. C'est-à-dire que même si le grand projet n'est pas réalisé, il ne nuit pas au petit projet. Puis si le petit projet n'est pas réalisé, il ne nuit pas au grand projet. Bon, vous comprenez? Ouais. Fait que là, il faut dire, c'est un projet vraiment différent. Ouais, scinder des projets, c'est toujours compliqué, mais la règle de pouce qu'on se donne généralement, c'est si le projet est capable si les projets sont capables de vivre indépendamment l'un de l'autre, c'est que c'est deux projets différents. C'est essentiellement ça. Je pense qu'on disait tous les trois la même chose, finalement. Alors, ça va pour tout le monde? Je ne voyais pas d'autres questions. Si ça va, de toute façon, vous avez nos coordonnées. J'ai laissé dans le chat également le courriel programme@commercial-bas-saint-laurent.ca. Donc, ça, si vous avez des questions, ça va aller directement à un de nos conseillers. Et puis, je vous invite aussi, par la même occasion, étant donné que j'ai la tribune, à venir assister à notre AGA qui va être ce jeudi, le 6 juin à 13h30. Ça se passe au caveau de Trois-Pistoles. Donc, c'est certain qu'après, on va prendre un petit verre. On vous invite à être avec nous. Donc, si ça va pour tout le monde. En terminant, Caro, je réalise, j'aurais voulu donner quelques exemples quand même de projets qui ont été soutenus, là. Des fois, ça donne des idées aussi, là. C'est un peu aride là, de juste présenter des pourcentages puis des normes, là. Mais on a soutenu quand même plusieurs projets. On a des investissements pour, Caroline, plus de 100 000 qui ont été faits dans les 3 dernières années en pas pire. Oui, plus de 100 000. Puis on en a d'autres en cours. Oui, c'est ça. Le fond roule, là, fait que je pense que ça répond vraiment à un besoin.
Pour vous donner une idée, dans le fond, dans les dernières années, on a soutenu l'Office de tourisme de Rivière-du-Loup qui avait organisé un circuit gourmand où, dans le fond, on allait de ferme en ferme puis de produits agrotouristiques en produits agrotouristiques. Là, c'était super intéressant. Il y avait eu un financement qui avait été octroyé pour ça. On avait aussi aidé l'année passée là, la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata qui fait la gestion du Fort Ingal. Il avait produit des audioguides finalement pour permettre des visites autonomes sur le site. Fait que c'est un petit financement complémentaire qui donnait un coup de pouce finalement. Aussi, je vois Marc-André, ben, on avait donné un coup de main pour les visites sur le site éolien. Là, je perds le mot. Là. C'est ça. Parce qu'il y a rien, ouais. À Saint-Honoré. Dans le fond, il y avait des visites qui étaient organisées. On allait voir les éoliennes, c'était offert au public. Puis il y avait aussi des activités d'interprétation chez Aster. Fait qu'on est venu donner un petit coup de pouce là-dessus. Puis il y avait enfin, là, à Notre-Dame-du-Portage, il y avait le centre d'interprétation du chemin du Portage. On avait octroyé un petit financement l'année passée pour les aider à compléter leur expo. Fait que, vous voyez, c'est 5 000, c'est pas un montant incroyable, mais souvent, ça peut soit donner un petit coup de main, ça peut mettre un petit peu moins de pression sur les liquidités de l'organisme. On le sait, en attrait, les organismes, c'est pas toujours simple de trouver du financement. Donc, c'est vraiment pour donner un coup de pouce supplémentaire. Fait que, grosso modo, c'est ce que j'avais ajouté. Et en passant, merci au programme POPIR parce que c'est ce qui permet encore cette année pour l'Observatoire de reconduire justement l'animation et la visite en autobus électrique du parc éolien, puis bien sûr commenté par ce cher astronome. Alors, ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus. Puis je vais profiter de l'occasion, Marc-André, je te mets de la pression. Comment est-ce que ça a été déposé au POPIR? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que la reddition de compte, c'était... Ben, je vous dirais que celui qui a déposé, c'était Stéphane Mador, qui est en arrêt de travail depuis le mois d'octobre de l'année passée. Non, c'est pas à cause de la pression, c'est à cause de la COVID-19. Il n'y a pas de problème. Ben, il n'avait pas l'air à trouver ça difficile. Ça a bien passé, c'était bien structuré. Puis, bon, l'accompagnement aide beaucoup là, à simplifier le travail, là, puis ça avance bien à ce moment-là. Merci pour ce très beau témoignage, Marc-André. C'est bien C'est gentil. enregistré, là, Marc-André. On va regarder ça. C'est ça. Ils vont se souvenir de moi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter. Ouais, c'est beau. Bon été. Bye-bye. Bonne saison, effectivement. Merci. Bye-bye. Merci, au revoir.